Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter une étude dont l'objectif est de comparer deux stratégies dans le traitement endovasculaire des lésions fémoro-poplitées dans le cadre de l'AOMI, qui sont soit la mise en place d'un stent actif ou alors un ballon actif. Donc, l'article que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Il a été réalisé par l'équipe de Nakama, c'est une équipe japonaise, et il a été publié très récemment en 2025 dans la revue que vous voyez ici. Et c'est une étude qui présente des résultats sur 3 ans. Donc déjà, pour poser un petit peu le contexte, depuis ces dernières décennies, le traitement endovasculaire, c'est vraiment devenu la première recommandation pour la prise en charge des lésions athéromateuses du segment fémoro-poplité. Et depuis quelques années, il y a vraiment de nouveaux dispositifs de type de relargage de drogue qui ont été mis en place sur le marché. Euh, et ça, c'est nouveau par rapport au stentomy ou au ballon. Euh, Cependant, vous pouvez comprendre que contrairement aux artères coronaires, les artères fémoro-poplitées, ce sont des artères qui sont contraintes à des, euh, qui sont soumises à des contraintes mécaniques du fait de la mobilité des membres inférieurs. Donc, les opérateurs ont le choix entre soit soit seulement dilater au ballon, soit poser un stent. Et vous pouvez comprendre que il y en a beaucoup préfèrent prendre le parti de ne rien laisser, donc c'est le leave nothing behind strategy, puisqu'ils pourraient, ils ont, en fait, finalement, ils ont peur que le stent se rompe ou qu'il se pousse de façon aiguë. Cependant, on sait que dans certains types de lésions, les lésions les plus complexes, notamment lorsqu'il y a des calcifications, le stent est une meilleure stratégie puisqu'il permet vraiment d'éviter les resténoses. Euh, donc voilà, ça c'est l'étude dont on va parler. L'équipe avait déjà publié un article après 1 an d'études et celle-ci c'est après 3 ans. Donc ça va vraiment permettre de comparer l'efficacité à long terme du ballon actif versus le stent actif dans le traitement endovasculaire des lésions fémoro-poplitées symptomatiques après une bonne préparation du vaisseau. Donc, le design de l'étude, c'est une étude qui est rétrospective et multicentrique. Elle se concentre sur les résultats de 7 centres cardiovasculaires japonais entre 2017 et 2021. On va soit mettre en place un stent actif, donc soit le Zilper du laboratoire Cook ou bien Eluvia du laboratoire Boston, ou alors on va dilater au ballon actif, donc soit l'Impact, soit Lutonix. Les patients, ce sont des patients avec des lésions athéromateuses fémoro-poplitées symptomatiques de la classification Rosford à partir de la classe 2. Et les critères d'exclusion, ce sont, donc on va pas analyser les patients qui ont des membres non sauvables. On va également exclure les lésions qui, après échec de préparation, donc c'est soit après une sténose supérieure à 50%, soit après une dissection de grade C. Et également, on va retirer de l'étude lorsqu'on utilise à la fois le ballon actif et le stent actif. Ce qu'on va regarder, c'est en priorité donc, le critère de jugement principal. C'est au bout de 3 ans la perméabilité de la lésion qui a été traitée. Et c'est également l'absence de nouvelle revascularisation de la lésion cible. Concernant les critères de jugement secondaire, il y a l'absence d'amputation, l'absence d'ischémie aiguë et la survie globale à 3 ans. Donc le suivi, il est classique, hein, c'est tous les 3 mois la première année, puis de façon biannuelle ou annuelle. Et le traitement médical suit les recommandations là-bas. Tous les patients ont une bi-anti-agrégation plaquettaire. L'analyse statistique, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est une analyse comme par appariement par score de propension. Donc l'idée, c'est, puisqu'on n'a pas pu faire d'études randomisées, ça va être de rendre comparables les deux groupes, les deux bras, et donc de pouvoir réellement comparer l'efficacité des deux traitements. Donc les résultats, les voici. Ça, c'est l'étude. Donc après appariement par score de propension, on a 314 patients dans le bras stent actif, 980 dans le bras ballon actif. On voit que Eluvia était plus utilisé dans le bras stent et dans le bras ballon, c'est Impact. Concernant les résultats, ici, vous voyez le graphe concernant la perméabilité au bout de 3 ans. Et donc, on peut voir que le stenting actif a une meilleure perméabilité au bout de 3 ans de façon significative.
Cependant, concernant la revascularisation, et pour rappeler, en fait, on revascularise un membre qui est symptomatique. Donc, on ne va pas juste revasculariser une lésion qui s'est sténosée. C'est vraiment sur les symptômes du patient. Ici, il n'y a plus de différence significative. Donc, finalement, OK, le stenting actif semble être une meilleure stratégie en termes de rosténose, mais qui a été de rosténose qui est vue à l'imagerie. Cependant, il y a vraiment une équivalence du ballon en termes de réintervention, donc basée sur la clinique. Pour les critères de jugement secondaire, on peut voir que pour les 3 critères, finalement, donc que ce soit l'ischémie aiguë, l'amputation ou bien la survie globale, les 2 stratégies sont équivalentes. Un point intéressant, c'est une analyse d'un sous-groupe concernant les lésions qui sont plus longues. Ici, on peut voir que pour les lésions qui font plus de 15 cm, la stratégie de stenting actif a de meilleurs résultats que ce soit sur les 2 critères de jugement principaux. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que la stratégie de stenting, de mise en place d'un stent actif est supérieure sur la rosténose de la lésion, mais pas d'un point de vue clinique. Ça ne va pas entraîner une baisse de revascularisation de la lésion cible. Donc, il n'y a pas réellement d'avantage clinique à mettre en place un stent actif lorsque la lésion est bien préparée. Cependant, lorsque la lésion fait plus de 15 cm, on retrouve vraiment une supériorité du stent actif. Donc, il faudrait, lors de la procédure, prendre une décision en fonction de la morphologie de la lésion. De plus, ce qu'on pouvait craindre, finalement, comme l'occlusion aiguë après la mise en place d'un stent, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Il n'y a pas plus de risque d'ischémie aiguë par la suite. Ce qu'il faudrait faire par la suite, finalement, c'est développer de nouvelles techniques pour bien préparer les lésions, parce que là, c'était vraiment l'objectif de l'étude, hein, c'était de voir après une bonne préparation de lésion. Et il faudrait également faire des études économiques, puisque là, ça n'a pas été pris en compte dans l'étude. S'il y en a une qui coûte plus cher que l'autre. Et enfin, les limites de cette étude. Donc déjà, c'est pas une étude rétrospective, donc elle n'est pas randomisée. Évidemment, il y a des différences de centres possibles. Et voilà. C'est un peu près. Voilà, merci. Parfois, je trouve ça difficile. Ok. Je sais pas quoi dire. La énième étude qui compare après une autre. Après, on peut parler de la méthode, mais je sais pas. Est-ce que vous avez des remarques à faire spécifiquement? C'est que Il précise du coup la zone SMT qui était SMT ou pas? Je crois pas, non. Parce que on parlait des contraintes mécaniques et Je crois pas qu'ils en parlent, non. Il n'y avait pas de. Je me souviens pas qu'ils en parlaient de ça, non. alors, donc, tu dis à la fin Oui. qu'il n'y a pas de. Tu dis qu'il n'y a pas de différence. Oui. Il n'y a pas une baisse de respiration. Si on revient sur tes résultats, là, en termes de perméabilité, meilleure perméabilité, mais ça prend pas le. La perméabilité, c'est vraiment sur les codoplaires. J'ai pas vu que la qualité, c'était les pompes de TLR. Ok. Très bien, écoute. Est-ce qu'il détaillait les techniques de préparation de l'artère? C'était ballon simple, 3 minutes. Et après, c'est surtout. Et après, qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant une bonne préparation? C'était ça serait plus de 50%, pas de dissection. Très bien, écoute. Parfait. C'est bien de mettre une diapo de conclusion aussi à la fin. Ouais, c'est vrai, j'ai mis juste. En disant qui résume un peu l'étude. Et là, ouais. Benoît, on continue à faire son fait. ouais. Et voilà, faire des Vraiment, ça plats, apporte pas énormément de choses. ça change. Ici, est-ce que vous avez des critères de longueur pour faire de la Non, après,
c'est quand même rare des fois sur canalise une occlusion de 20 cm. C'est une préparation absolument parfaite et que pas une zone un peu disséquée, notamment au niveau de la réentrée, soit au niveau de là où la sténose s'est faite initialement et que ça s'est bouché, tu vois. Même, enfin, c'est exceptionnel. Non, mais c'est vrai que c'est du bon sens. Enfin, les lésions très longues, souvent, on faut se tenter une partie parce qu'il y a une zone qui est disséquée. Donc, non, je pense pas moi, j'ai pas de critères dans ma pratique, mais besoin de dire 15 cm, je stent. Parce que, en vrai, le résultat de la préparation fait que tu stentes. De toute façon, c'est plus, Et stenting très long, c'est pas forcément non plus, alors moi, je suis pas spécialement partisan ou contre-partisan du livre Nothing Behind de l'intérêt. On le voit d'ailleurs. Parce que là, pour le coup, il y avait vraiment enfin, une grande majorité d'opérateurs qui ne faisaient que du ballon actif. En fait, c'est très. Alors, c'est influencé par deux choses. C'est très nordique, je crois, comme attitude, hein. L'Angleterre, les pays suédois, etc. Enfin, faut demander à Yann, mais je pense qu'il y a ce contexte qui vient de là-haut. Et en fait, il est énormément basé aussi sur le remboursement des produits. Mm. Et en fait, enfin, moi, ce débat m'intéresse pas spécialement parce que c'est drivé par des conditions, enfin, des considérations médico-économiques. On devient dogmatique en disant je laisse rien derrière parce qu'en fait, surtout parce que c'est pas remboursé chez moi. Mm. C'est pas pertinent.